Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut avancer. Qu'est-ce que nous voulons proposer aux Ivoiriens? Quelle est l'alternative crédible que nous voulons proposer aux Ivoiriens? Oui, bonjour. Oui, mi-septembre dernier, le Conseil constitutionnel de votre pays a rejeté plusieurs dossiers de candidature à la présidentielle du 31 octobre prochain, dont le vôtre. Est-ce que vous en voulez à Mamadou Koné, le président de cette institution? Non, Mamadou Koné est plutôt un supplicié parce qu'en réalité, il est otage comme bon nombre d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En réalité, Alassane Ouattara qui a décidé donc de capturer l'État de Côte d'Ivoire, qui a décidé de violer la Constitution, c'est lui à la présidence qui a choisi les candidats et a transmis la liste au pauvre président du Conseil constitutionnel qui n'a eu d'autre choix que de lire. Donc selon vous, c'est Alassane Ouattara qui était à la manœuvre? Je vous affirme que c'est le dimanche soir, à résidence, Alassane Ouattara et certains collaborateurs, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, M. Adama Bitogo et sa nièce, ont décidé de la liste des candidats à l'élection présidentielle, liste qui a été transmise le lendemain au président du Conseil constitutionnel pour être lu. Mais justement, selon le Conseil constitutionnel, le tribunal correctionnel d'Abidjan vous avez condamné en avril dernier à 20 ans de prison, d'où le rejet de votre candidature. Évidemment, ne trouvez-vous pas vous-même curieux que dans une affaire, dit-on, de recel d'un bien de l'État, il y a eu une parodie de procès et que j'ai été la seule personne qui a été jugée pour ces faits? Alors que dans un dossier de recel, il y a forcément ceux détournés, ceux qui ont blanchi les capitaux et celui qui est le receleur. Donc, je suis le seul à avoir été jugé. Aujourd'hui, on peut comprendre que la raison de la précipitation d'un tel procès, sans mes avocats, sans me convoquer moi-même au tribunal, n'avait d'autre objectif que de m'écarter de l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non seulement, personnellement, je ne reconnais pas les faits de recel, mais mieux, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne reconnaît pas les faits. La Cour africaine, si vous voulez, m'a rétabli et réhabilité de ma dignité et de ma probité. Oui, parlant justement de la Cour africaine des droits de l'homme, elle a estimé que vous devez être candidat, mais la Cour constitutionnelle de votre pays n'a pas obtempéré. Quels sont les autres moyens de recours, les moyens de droit à votre disposition maintenant? Écoutez, quand vous avez des juges corrompus comme ils le sont en Côte d'Ivoire, quand c'est le ministre de la Justice qui décide des verdicts à appliquer, on a une situation comme celle-là. Mais quand vous avez des juges et des magistrats libres et intègres, comme à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous voyez le verdict qui a été obtenu. Donc, je répète, je suis éligible à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. J'ai le droit avec moi et ma force, c'est le droit. Vous me demandez quels sont les moyens de coercition sur l'État de Côte d'Ivoire. Évidemment, quand Alassane Ouattara décide d'être rebelle à la loi, d'être rebelle aux décisions de justice, évidemment, seule la détermination du peuple de Côte d'Ivoire le remettra sur le chemin. Ouais. Dans une interview qu'il a accordée la semaine dernière à nos confrères du magazine hebdomadaire français Paris Match, le président Alassane Ouattara vous a nommément accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État militaire pour l'éliminer, lui et son épouse. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations? Écoutez, d'abord, je suis choqué, mais je ne suis pas surpris venant de M. Ouattara qui, on le sait aujourd'hui, dans sa carrière,
affabule beaucoup. Lui-même, Alassane Ouattara, dans les années 94-95, a été accusé de faire des coups d'État. Il a été accusé d'être le père de la rébellion, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, celui qui a été reconnu par excellence comme le chef des coups d'État en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a mis le pied dans la politique ivoirienne, il y a eu des coups d'État, il y a eu des rébellions. Que ce soit lui-là qui accuse quelqu'un de faire un coup d'État, c'est risible. Donc vous confirmez que c'est bien Alassane Ouattara qui a parrainé la rébellion que vous dirigez à l'époque? Monsieur Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion. Il en est l'un des parrains alors? Je dis simplement que M. Ouattara sait ce que c'est que la rébellion ivoirienne et M. Ouattara en a été le plus grand bénéficiaire. La preuve, il a assis au pouvoir. Sans cette rébellion, Alassane n'aurait même pas pu être député en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, mais Guillaume Soro, dites-nous, quelles sont vos relations avec Ouattara? Est-ce que le divorce est consommé à présent? Écoutez, quand un monsieur comme Ouattara dit que ma place est en prison, quand un monsieur comme Ouattara, et vous l'avez lu, dit que je dois être un clochard dans les rues de Paris, vous voulez que moi, j'accepte et que je l'embrasse sur les joues? Nous sommes sur un terrain politique. Peut-être que demain, une réconciliation peut être envisagée. Est-ce que vous allez l'accepter si jamais une telle éventualité se présentait? Dans la vie, on ne dit jamais, jamais. Mais je dis que dans le contexte politique de la Côte d'Ivoire, contexte tel qu'il se présente, Ouattara veut violer la Constitution et pour moi, ceci n'est pas négociable. Il faut que Ouattara retire sa candidature, qu'il laisse la Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire lui a donné 2 mandats présidentiels, ça suffit. Tout ce qu'il voulait réaliser en 10 ans, il l'a fait. Il faut qu'il laisse maintenant le pouvoir pour que une autre génération, une autre classe politique dirigeante gouverne le pays. Oui. Vous aviez appelé il y a quelques jours les acteurs politiques ivoiriens de l'opposition à l'Union et quelques jours après le président Henri Konan Bédié qui avait réuni les autres acteurs politiques à Abidjan a appelé les Ivoiriens à la désobéissance civile. Est-ce que cet appel a reçu un écho favorable en ce moment? Oui, donc le président Henri Konan Bédié a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. L'opposition actuellement est en train d'organiser de façon pratique, méthodique et méticuleusement la réalisation sur le terrain de façon concrète ce mot d'ordre de désobéissance civile. Parce que quand on dit mot d'ordre de désobéissance civile, il faut savoir que le contenu du mot d'ordre doit être défini. Ce sera peut-être des villes mortes, ce sera peut-être des manifestations, ce sera peut-être des marches, etc. Donc, le comité d'organisation de l'exécution du mot d'ordre d'Henri Konan Bédié est mis en place. Il est au travail et nous allons bientôt lancer les mots d'ordre qui conviennent. Oui, le président Alassane Ouattara, en tournée à l'intérieur du pays, a demandé à ce que l'opposition arrête de faire peur aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous savez, Alassane Ouattara est le dernier, il devrait être le dernier à tenir de tels propos avec autant d'arrogance. On se souvient tous très bien que son parti, le RDR, a marché à plusieurs reprises. D'ailleurs, le mot d'ordre de désobéissance civile a été hérité de Ouattara. C'est lui qui, en 2010, a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. Donc, nous sommes dans le droit fil de ce que lui, il a fait en 2010 pour être président de la République. Et pensez-vous que les Ivoiriens vont accepter de suivre ce mot d'ordre, de respecter, d'observer ce mot d'ordre? Bien sûr que... Mais écoutez, le jour où Alassane Ouattara a annoncé qu'il voulait violer la Constitution pour faire un 3e mandat, vous-même, vous êtes journaliste, vous avez constaté que de façon spontanée et sporadique, les Ivoiriens sont descendus dans les rues. Il y a eu près de 15 morts, selon nos informations. Il y a eu plus de 30 morts.
Donc, ça veut dire que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, sont contre le mandat, la violation de la Constitution et le troisième mandat de Ouattara. Donc, Ouattara doit accepter la paix en Côte d'Ivoire en se retirant. Ouais. Et si jamais, en dépit de toutes ces protestations de l'opposition, la présidentielle avait lieu sans Guillaume Soro, est-ce que vous allez appeler à soutenir un candidat en lice, un des candidats en lice? Vous savez très bien que l'élection ne peut pas avoir lieu en Côte d'Ivoire. Donc, l'élection n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Nous demandons que cette élection n'ait pas lieu et qu'il y ait une mise à plat, que les hommes politiques se retrouvent pour dessiner et définir un cadre idéal d'une élection démocratique, transparente et inclusive pour permettre la paix durable dans notre pays. À l'issue de son séjour d'une semaine en Côte d'Ivoire, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a souhaité que cette présidentielle soit pacifique et inclusive. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais nous sommes totalement d'accord avec les Nations Unies que cette élection doit être pacifique et inclusive. Inclusive, qui veut dire que personne ne doit être exclu de l'élection. J'imagine qu'il faisait allusion à M. Laurent Gbagbo et à moi-même et les 40 autres personnes qui ont été donc exclues de cette élection. Je demande maintenant aux Nations Unies et à l'Union européenne d'appliquer des sanctions ciblées sur le régime ivoirien, comme ça a été le cas en 2010. C'est ce qui nous a permis de stabiliser le pays. Et je pense que seules des sanctions contre ce régime fera prendre raison ou garder raison les pontes de ce régime. Oui, des sanctions comme ce que la CEDEAO a imposé au Mali, hein, c'est ça? Des sanctions comme celles qui ont été imposées à l'époque en RDC et en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit des mesures ciblées. Je ne veux pas que les sanctions atteignent et ciblent la population. Et on peut sanctionner le régime, par exemple, en bloquant leurs comptes bancaires, en les interdisant de voyage, surtout qu'ils ont tous leurs enfants qui font des études à l'étranger, etc., etc. Donc, des sanctions ciblées sur le régime pour amener M. Ouattara à reculer. Alors, vous parlez tout à l'heure, il y a quelques minutes, de l'ancien président Laurent Gbagbo qui est en libération conditionnelle. Quelles sont vos relations avec lui? Nos relations se sont notoirement améliorées. Nous nous sommes eu au téléphone. Cela faisait bien longtemps que nous ne nous étions pas parlé. Et je m'en réjouis. Je lui ai présenté des excuses. Parce que, en définitive, je me suis trompé sur l'homme que j'ai soutenu. Ce que nous avions conclu, Ouattara et moi, c'était donc de nous battre pour la démocratie dans mon pays. C'était de nous battre pour apporter le bonheur, le progrès aux Ivoiriens. Malheureusement, M. Ouattara n'a pas tenu parole. C'est lui aujourd'hui qui veut faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Et je dis que la question du troisième mandat en Côte d'Ivoire n'est pas un problème du seul peuple de Côte d'Ivoire. C'est un problème qui pose la question des présidences à vie. Si le peuple ivoirien trahit l'Afrique en laissant Ouattara faire un troisième mandat, il ne faudra pas demain demander au président Cyril Ramaphosa de ne pas faire un troisième mandat. Il ne faudra pas demander à Bouhari de ne pas faire un troisième mandat. Il ne faudra pas demander à Issoufou de ne pas faire un troisième mandat. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire est à l'avant-garde et doit prendre ses responsabilités pour empêcher un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Oui, le président sortant de la Guinée, Alpha Condé, brigue justement un troisième mandat. Quel conseil avez-vous à lui donner, à lui prodiguer? Vous savez, il m'est difficile de donner des conseils à un chef d'État.
Mais ce que je peux donc affirmer, ce sont les principes. Je dis que personnellement, je suis contre les troisième mandats. 2 mandats, ça suffit. Si hier, nos grands-pères se sont battus contre le colon, se sont rebellés contre le colon pour avoir les indépendances, et que nous-mêmes, nous nous sommes rebellés, avons fait des rébellions pour mettre fin au parti unique, aujourd'hui encore, en 2020, c'est tout le continent africain, les peuples à Dakar, au Burkina, au Mali, partout, sont levés pour dire non au troisième mandat et imposer les alternances dans nos pays. Guillaume Soro, vous avez donc dirigé la rébellion dans votre pays, qui a abouti donc au départ du pouvoir de Laurent Gbagbo. Certains Ivoiriens estiment que vous êtes responsable de nombreuses victimes de la crise post-électorale. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, il faut distinguer 2 choses. Il y a eu le 19 septembre 2002 où il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Et je dis, les gens parlent de la rébellion sans savoir la définition du mot rébellion. Ils en parlent sans savoir donc le sens, le combat d'une rébellion. Il y a eu beaucoup de rébellions en Afrique. Toutes les rébellions ne se ressemblent pas. C'est pourquoi il ne faut pas juger une rébellion a priori. Il faut voir le combat de la rébellion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une crise post-électorale en 2010 qui, effectivement, a occasionné de nombreux morts. Évidemment, les Ivoiriens, pour certains, qui peuvent m'accuser, mais je dis la responsabilité est commune. Tous les acteurs politiques ivoiriens ont une responsabilité dans ce qui s'est passé dans notre pays. Pour ma part, j'ai décidé de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire pour les problèmes qu'il y a eu, pour tous ces morts, pour tous ces dégâts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Quand je demande pardon, cela ne veut pas dire que je suis le plus fautif. Cela seulement montre une hauteur d'esprit et de l'humilité. Mais les autres, qui ne veulent pas demander pardon, en réalité, la vraie victime de toute cette affaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, je les invite au pardon. Oui, justement, beaucoup d'Ivoiriens se souviennent amèrement du coup d'État manqué de 2002. Il y a eu également beaucoup de victimes et la rébellion que vous dirigez était également épinglée à l'époque, et elle est toujours de la part d'une grande partie d'Ivoiriens. Je réitère que la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2002. La Côte d'Ivoire a connu la sécession. Est-ce que vous savez ça? En 1970, il y a eu une sécession en Côte d'Ivoire. Avant ça, il y a eu des affrontements. Après la sécession en Côte d'Ivoire en 1970, il y a eu des coups d'État avant la rébellion du 19 septembre 2002. Pourquoi vous choisissez de vous focaliser sur 2002? Avant 2002, il y a eu le coup d'État de 1999. Avant le coup d'État de 1999, il y a eu le boycott actif de 1995. Avant le boycott actif de 1995, il y a eu la sécession en 1970. Donc, cela fait partie de l'histoire d'un pays. Aujourd'hui, le 19 septembre 2002, il y a 18 ans que ces faits se sont passés. Je demande aux Ivoiriens maintenant d'aller de l'avant et de ne pas rester et passer leur temps à ruminer. Le Japon a eu 2 bombes atomiques dans leur pays. Ils ont trouvé les ressources internes pour se relever. Alors la Côte d'Ivoire qui a connu le 19 septembre 2002 une rébellion ne peut pas s'asseoir. Que nous n'allons pas nous pardonner, nous n'allons pas faire la réconciliation pour rebondir. Dernière question, Guillaume Soro. Beaucoup d'Ivoiriens se posent toujours la question, qui a financé la rébellion que vous avez dirigée à l'époque?
Non, mais écoutez, la rébellion, c'est autofinancé. Voilà, donc on n'est pas ici au procès de la rébellion du 19 septembre 2002. J'aurais aimé que vous m'interrogiez sur mon projet de société. J'aurais aimé que vous soyez optimiste et que vous ne soyez pas simplement cantonné sur le passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut avancer. Qu'est-ce que nous voulons proposer aux Ivoiriens? Quelle est l'alternative crédible que nous voulons proposer aux Ivoiriens? Je pense que les Ivoiriens ont beaucoup plus besoin. Parce que ceux qui vont voter demain, certains ont 18 ans. Ils n'étaient même pas nés quand le 19 septembre 2002 a eu lieu. C'est pas ça leur problème. Aujourd'hui, ils veulent vivre dans un pays qui leur offre des opportunités de travail. Ils veulent vivre dans un pays de tranquillité. Ils veulent vivre dans un pays de paix. Et c'est ce que, dans mon projet de programme de société dénommé la Côte d'Ivoire Unie, que je veux leur proposer. Justement, je vous redemande, vous pouvez peut-être résumer à vos partisans, qu'est-ce que vous prévoyez, hein, quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire? Alors, donc, disons clairement, notre projet de société se fonde sur un diagnostic objectif et rigoureux de la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. Les filles et les fils de ce pays sont déchirées. Et c'est pourquoi la première étape, le premier axe dans mon programme de gouvernement, c'est d'abord la réconciliation. La réconciliation qui va aboutir à une paix durable dans la sécurité de mon pays. Ensuite, nous allons mettre les prémices de l'état de droit en Côte d'Ivoire, qui va aboutir à la démocratie. Dans un climat aseptisé dans notre pays, nous allons relancer le développement. Et le développement, pour moi, c'est le développement humain. C'est pourquoi nous allons investir dans l'éducation, dans l'école publique, pour non seulement réduire les inégalités, mais donner une égalité de chance à tous les jeunes pour être éduqués et aspirer à un meilleur devenir. Nous allons aussi travailler dans le domaine de la santé parce que c'est très important. Nous allons aussi travailler, comme je l'ai dit, sur la base de nos traditions, de nos coutumes, à offrir aux Ivoiriens un bien-être et un développement endogène. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc, il y a 4 axes dans notre projet. Oui. En dépit du fort taux de croissance, tel que vanté par le président Ouattara et ceux qui le soutiennent, beaucoup d'Ivoiriens prennent le risque en traversant la Méditerranée. Qu'est-ce que Guillaume Soro, président de la République de la Côte d'Ivoire, fera pour justement empêcher cette hémorragie? Alors, 2 choses. D'abord, vous l'avez dit, quand la jeunesse ivoirienne traverse la Méditerranée, ça veut dire que les chiffres de taux de croissance qu'on nous donne du PIB sont faux ou ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, les grands économistes sont presque unanimes pour dire que le taux de croissance du PIB n'est pas un indicateur de richesse de la population. D'ailleurs, l'Irlande vient, au moment où nous parlons, de décider de calculer et d'apprécier la richesse des Irlandais sur la base du RNB, le revenu national brut. Ça veut dire que Alassane Ouattara, en se targuant d'avoir un taux de croissance de son PIB élevé, ne dit rien en réalité. Donc pour vous, le PIB n'est pas si important, hein? Le PNB ou le RNB est plus important. Voilà. Je dis que si on veut apprécier le niveau de vie et la qualité de vie qui progresse dans un pays, il faut plutôt l'apprécier par rapport au PNB et au RNB ou encore à l'IDH, l'indice de développement humain. Mais le PIB, ça ne veut rien dire. Prenons le cas par exemple de l'Irlande. L'Irlande, les plus grosses sociétés du monde se sont installées en Irlande, font de grands chiffres d'affaires qui fait gonfler le
PIB de l'Irlande qui est à 26%, alors que les Irlandais n'en profitent pas. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez de gros industriels, des des entreprises qui travaillent en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens n'en bénéficient pas. Ce sont ces grosses entreprises étrangères qui font des bénéfices et qui les rapatrient dans leur pays. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut apprécier la richesse, la qualité de vie par rapport au PNB, au RNB et à l'IIDH. Si vous le permettez rapidement, Guillaume Soro, que vous inspire ce qui se passe au Mali après le putsch du 18 août dernier? Alors, écoutez, il y a un nouveau président de la transition, je crois, Monsieur Bandao. J'ai lu, n'est-ce pas, un peu sur lui, et je pense que c'est un homme de rigueur. Il a eu à démissionner, comme moi j'ai démissionné dans mon pays quand ça n'allait pas, et je lui souhaite plein succès. Je pense que le peuple malien est un grand peuple qui a su prendre ses responsabilités, et je pense qu'avec ce nouveau président de la transition, mon souhait c'est que le Mali s'en sorte et que le Mali puisse retrouver le chemin du développement. Et le combat du peuple malien doit être inspirant pour le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de l'Allemagne, hein? C'est un pays qui se fait de plus en plus discret en Afrique francophone, mais qu'est-ce que vous, acteur politique, Guillaume Soro, attendez d'un pays comme l'Allemagne? L'Allemagne, c'est quand même la première puissance économique de l'Europe. L'Allemagne est un pays que j'admire, que j'ai appris à connaître et dont l'histoire peut inspirer la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Voici un pays qui a été défait pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'est pas resté à pleurnicher sur la guerre, sur leur défaite, sur leur mort, qui a trouvé les ressources internes pour se relever et aujourd'hui, en moins d'un quart de siècle, devenir la première puissance économique. C'est pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, doit pouvoir regarder le modèle allemand. Et je dis aux Ivoiriens, arrêtons de pleurnicher. Traçons avec optimisme, stoïcisme et courage notre avenir. Beaucoup d'Ivoiriens vivent d'ailleurs en Allemagne. Hein. Ah, voilà. C'est un pays que j'apprécie beaucoup. Leur modèle politique, qui est le parlementarisme, qui est très inspirant. Et je pense que Côte d'Ivoire devrait réfléchir à un tel régime. Parce que vous avez vu avec Ouattara, le système présidentiel que nous avons eu, je dirais même présidentialiste, que nous avons en Côte d'Ivoire, a fait de M. Ouattara un monarque qui ne peut plus quitter le pouvoir. Et ça, je pense que nos pays, surtout les pays francophones, nous gagnerions à regarder de plus en plus vers les régimes parlementaires et peut-être nous en inspirer. On espère que vous allez séjourner bientôt en Allemagne. Hein? Si l'opportunité m'est donnée, je serai là en Allemagne. D'accord, ok, avec grand plaisir. Merci beaucoup Guillaume Soro de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, merci et bonne journée. Et à bientôt.